Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce webinaire pour parler des recommandations nutritionnelles et des repas végétariens dans la restauration collective. Il s'agit d'un réenregistrement puisque nous avons eu un petit souci technique durant le live, donc voilà, bienvenue sur ce replay. Pour commencer par une présentation, moi c'est Astrid. Je suis chargée de mission Végécantine à l'Association végétarienne de France. Je suis certifiée en nutrithérapie et je suis en train de passer également le BTS diététique. Je suis en deuxième année. Et j'ai suivi le premier DU alimentation végétarienne avec la faculté de médecine La Sorbonne Paris 6. Sur le live de ce webinaire, j'étais également avec Mélanie, qui est bénévole Végécantine, qui est également en train de passer le BTS diététique actuellement en première année. Elle est ingénieure agronome de formation et elle est également maman d'un petit garçon qui vient de rentrer à l'école. Pour présenter un peu l'association, donc l'AVF, c'est l'Association végétarienne de France. L'Association végétarienne de France, elle est née en 1995 et sa mission en première, c'était d'accompagner la transition individuelle, puisque dans les années 90-2000, ça pouvait être un peu compliqué d'être végétarien ou végane et on pouvait vite se sentir très isolé. Donc, le but de l'association, c'était à la fois de regrouper, de proposer des pique-niques, des activités pour les personnes déjà végétariennes ou véganes, et également d'accompagner la transition individuelle, donc via des partages de recettes, des cours de cuisine et des stands d'information. Ces dernières années, l'association s'est beaucoup politisée parce qu'on s'est rendu compte que notre assiette est politique, que notre alimentation a un impact énorme en termes éthiques, en termes écologiques et en termes de justice sociale également. Donc voilà, ces dernières années, l'association a œuvré d'un point de vue beaucoup plus collectif. Et donc dans ce cadre, on a développé des pôles Végécantine, dont je vous parlerai un peu dans la slide suivante. Le pôle Végépolitique qui a vraiment pour mission le plaidoyer et la discussion avec les élus. 1, 2, 3 Veggie qui s'adresse toujours au grand public et à un public individuel, donc avec des cours de cuisine notamment. Nous avons également une revue, la revue Virage, qui sort sur une base trimestrielle. Et nous avons également le V-Label qui permet de labelliser des produits végétariens ou véganes et que vous voyez peut-être à la SNCF, par exemple, quand vous prenez le train ou dans les supermarchés. Ça permet de voir tout de suite d'un seul coup d'œil si le produit est végétarien ou pas. L'Association végétarienne de France, ça reste une petite association qui fonctionne principalement sur les dons et les adhésions. Donc voilà, surtout si vous appréciez le travail qu'on fait, n'hésitez pas à nous soutenir en adhérant à l'association ou en faisant un don ponctuel. Inscrivez-vous à notre infolettre aussi, vous aurez les liens à la fin, alors notamment pour l'infolettre de Végécantine. Et puis n'hésitez pas à parler de l'association autour de vous également, puisque ça nous aide aussi de nous faire connaître. Le pôle Végécantine, les objectifs du pôle Végécantine, c'est déjà d'augmenter l'offre végétale en restauration collective. Pour cela, on s'est donné pour mission d'accompagner les acteurs et les actrices de terrain et les usagers et les usagères. Puisque depuis quelques années, il y a des repas végétariens qui sont plus ou moins obligatoires dans la restauration collective, mais les chefs, les parents, les enseignants, les gestionnaires, etc., ne savent pas forcément exactement déjà qu'est-ce que c'est qu'un repas végétarien. Est-ce que ça peut être adapté sur le point de vue, sur le plan nutritionnel, ce dont on va parler aujourd'hui, comment bien appliquer la loi, tout ce qui en découle. Donc voilà, on s'est fait, enfin nous, notre mission, c'est vraiment cet accompagnement de terrain. On a également un volet de plaidoyer, donc sur lequel moi je travaille en lien avec ma collègue du pôle VG politique. Et donc cette action de plaidoyer, c'est d'aller discuter avec les décideurs publics pour mettre en place justement cette augmentation de l'offre végétale en restauration collective et également cette augmentation de la qualité de l'offre végétarienne en restauration collective qui est un volet qu'on va pas mal développer sur l'année 2023.
Ce webinaire, on peut vous le proposer dans le cadre du projet PNA. Alors, le PNA, c'est le Programme national pour l'alimentation. Et dans le cadre du dernier PNA 2019-2023, le ministère de l'Agriculture et l'ADEME ont fait un appel à projet pour justement aider à la mise en place des menus végétariens, donc d'abord de la loi Egalim, puis de la loi Climat et Résilience, et aussi pour promouvoir la consommation de légumineuses dans la restauration collective. Donc, ce projet, c'est un projet qui est cofinancé entre ces institutions publiques, donc le ministère de l'Agriculture et l'ADEME, et nous, puisque dans ce projet, on met un peu plus de 50% voilà, de l'argent nécessaire pour réaliser ce projet, et l'ADEME et le ministère mettent le reste. Euh, dans ce projet qu'on va clôturer là, qu'on est en train de clôturer, donc il y a une offre de formation à distance et en présentiel, dont font partie tous les webinaires qu'on a proposés en 2022, que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube. Dans le cadre de ce projet, nous avons également intégré la e-communauté du CNFPT, donc c'est la fonction publique territoriale. Les agents de cette fonction publique peuvent retrouver toutes les ressources VG Cantine sur ce site. On a également des nouvelles ressources qui sont en train d'être finalisées, créées, donc des kits d'affichage pour inciter à un meilleur taux de prise des repas végétariens. Un affichage également à destination des chefs pour leur faire comprendre l'intérêt nutritionnel, agronomique, écologique des légumineuses. Un jeu pour les enfants et voilà, il y a tout un volet également sensibilisation des usagers avec des courtes vidéos également à destination des parents, des acteurs de la restauration collective. Donc, lors du live, on avait fait une petite présentation dans le chat pour que les personnes nous disent un petit peu qui elles étaient. Donc, si vous regardez ce webinaire en replay, n'hésitez pas également à nous dire en commentaire qui vous êtes, quelle est votre fonction si vous travaillez dans la restauration collective ou si vous êtes acteur de la restauration collective. Donc, est-ce que vous êtes parent, est-ce que vous êtes gestionnaire, chef, diététicien, diététicienne? Si c'est le cas, où travaillez-vous et quel est le profil de vos convives si vous travaillez dans la restauration collective? Est-ce que vous avez un public d'enfants, de jeunes enfants, d'adultes bien portants, de personnes âgées? Voilà, quel est votre profil? L'objectif du webinaire d'aujourd'hui, c'est de clarifier les intérêts nutritionnels des menus végétariens dans la restauration collective, puisque à partir de 2018, avec le vote de la loi Egalim, ces repas végétariens ont été imposés dans la restauration collective, mais souvent, ils ont été un peu mal compris et notamment, il y a eu pas mal d'inquiétudes aussi sur le volet nutritionnel. Donc, le but du webinaire d'aujourd'hui, c'est un peu de clarifier tout ça et puis de rassurer aussi. Le plan du webinaire. Alors, on va commencer par parler des repas végétariens en restauration collective, avec déjà la base, qu'est-ce que c'est qu'un repas végétarien? Ensuite, il y a une petite erreur, donc on parlera d'abord des recommandations nutritionnelles et ensuite on verra l'équilibre alimentaire, qu'est-ce que c'est? Et on terminera par quelques exemples concrets de repas, enfin, de plats végétariens. Donc, pour commencer, les repas végétariens en restauration collective. Alors, d'abord, un repas végétarien, c'est un repas qui ne contient pas de chair animale. Donc, évidemment, pas de viande. Donc, la viande, c'est aussi le poulet, c'est aussi la charcuterie, le pâté, etc. Mais c'est aussi pas de poisson. Beaucoup de gens pensent que le poisson, c'est OK pour les végétariens. Ça ne l'est pas. Le poisson, c'est pas végétarien. C'est également un menu qui ne comprend pas de dérivés de la chair animale. Donc, pas de chair animale, pas de dérivés de chair animale. Donc, pas de bouillon de poulet, pas de bouillon de veau et pas de gélatine non plus qui est issue du bœuf du bœuf ou du porc. Un menu végétarien, ça peut comprendre des sources végétales, donc fruits, légumes, céréales comme les pâtes, le riz, etc. Sources de protéines végétales, à savoir les légumineuses. Ça peut inclure également des graines et des noix en décoration. Et ça peut comprendre également des produits issus des animaux, donc des produits laitiers, des œufs, du miel, etc.
Donc sur le live, on avait fait un petit quiz pour essayer de trouver quels étaient les menus végétariens ou pas végétariens. Et donc là, je vais donner les réponses tout de suite. Donc le premier menu, évidemment, n'est pas végétarien, puisque la mortadelle, c'est de la charcuterie, donc ça n'est pas végé. Sachant qu'un repas, enfin un menu végétarien s'entend de l'entrée jusqu'au dessert. Donc, si jamais il y a plusieurs choix d'entrée, on peut proposer une entrée avec de la mortadelle et une 100% végétarienne. Maintenant, si jamais il y a un seul choix de menu pour le repas, il faut que le menu soit végétarien de l'entrée jusqu'au dessert. Le deuxième menu, du coup, est végétarien, puisque les œufs mayonnaise, c'est bien végétarien. Lasagne végétarienne, bah, tout est dans le nom. Et salade de fruits, il n'y a pas de souci. Troisième menu, avec la brandade de morue, évidemment, ça n'est pas végétarien. Et quatrième menu, alors là, ça va dépendre, parce que bah, déjà, le risotto, il faut faire attention à ne pas mettre de bouillon de volaille ou de bœuf ou quoi que ce soit. La panna cotta, ça peut être végétarien si on utilise de l'agar-agar et non pas de la gélatine. Mais très souvent, les gens ont tendance à utiliser de la gélatine. Voilà, donc un petit retour sur les obligations légales à proposer des repas végétariens dans la restauration collective. On en a un petit peu enfin, parlé. Les lois qui concernent ces repas végétariens en restauration collective, c'est la loi Egalim et la loi Climat et Résilience. Donc la loi Egalim, elle a été votée en 2018 et mise en place à partir de 2019. Elle dit qu'un repas végétarien est obligatoire par semaine dans toutes les écoles, de la maternelle jusqu'au lycée. Donc ça comprend le public, mais aussi le privé. Quand on dit un repas par semaine, ça veut dire que, encore une fois, si jamais il y a des options, il peut y avoir une option végétarienne et une option non végétarienne. Si jamais c'est un repas unique, dans ce cas, il faut qu'un jour par semaine, le repas soit entièrement végétarien. Cette loi, elle a été votée sous forme d'expérimentation de 2 ans pour le menu végétarien. Et ensuite, en 2021, la loi climat et résilience est arrivée. Et cette loi climat et résilience est venue entériner le repas végétarien de la loi Egalim, ce qui veut dire que maintenant, ça force de loi ad vitam aeternam, ça n'est plus une expérimentation, et les écoles sont bien dans l'obligation de toujours proposer minimum un repas végétarien par semaine. Les dispositions de cette loi climat et résilience disent également qu'à partir du 1er janvier 2023, toute la restauration collective d'État devra proposer une option végétarienne quotidienne. Option, donc ça veut dire dans les restaurants qui proposent plusieurs options, il faudra qu'une soit végétarienne tous les jours. Il y a également un volet sur la formation des cuisiniers et des cuisinières. Donc désormais, il y a un nouveau guide de formation pour les cuisiniers qui vont sortir d'école à partir de 2023 pour les former à une alimentation plus durable et qui inclut tout un volet sur l'alimentation végétarienne. Donc ça, je crois que j'ai rien oublié. Bon, de toute façon, voilà, sur tout le volet réglementaire, on a fait un webinaire complet dessus, donc n'hésitez pas à aller consulter ce webinaire pour en savoir plus. Donc, on parle des lois climat et résilience et de la loi Egalim dans le détail. On aborde aussi les textes qui peuvent venir amener des facteurs de confusion, à savoir l'arrêté de 2011 et le GEMRCN. Les repas végétariens dans la restauration collective, pourquoi est-ce que on est venu faire des lois pour introduire des repas végétariens dans la restoco? Eh ben, tout simplement parce que la restauration collective, ça représente un nombre énorme de repas. Alors, il n'y a pas de consensus sur le nombre de repas servis, puisque on a trouvé comme source donc entre 3 et 7,3 milliards de repas par an. L'une des sources vient de l'interprofession de la restauration collective, l'autre vient du ministère de l'Agriculture et du SNRC. Mais donc, dans tous les cas, c'est vraiment la théorie des grands nombres. Comme je disais en introduction, notre alimentation, elle a un effet sur le monde qui nous entoure, elle a des conséquences écologiques et une alimentation végétale est bien plus écologique qu'une alimentation qui se base sur les produits d'origine animaux,
puisque dans tous les cas, les animaux, il faut les nourrir pour faire de la viande. Et donc, qui dit les nourrir, dit qu'on va utiliser des quantités énormes de végétaux pour les nourrir. On va utiliser du transport également pour transporter cette alimentation du champ jusqu'à l'animal, puis ensuite l'animal jusqu'à notre assiette. Donc, c'est beaucoup plus écologique d'utiliser directement des protéines végétales. Ce qui signifie qu'avec un tout petit changement dans la restauration collective, donc même avec un seul repas végétarien par semaine, étant donné qu'il y a un nombre de repas qui est très important, eh bien, un tout petit changement peut avoir un très gros impact. Les recommandations nutritionnelles. Alors, dans le live, on avait posé la question, à votre avis, quels sont les intérêts nutritionnels d'une offre plus végétale? Là, on va pouvoir enchaîner directement. Et ben déjà, pour commencer, un petit focus sur la consommation de viande et de produits d'origine animale en France. La consommation moyenne de viande est de 85 kg par personne et par an. Et la consommation moyenne de produits d'origine animale est de 210 kg par personne et par an. Donc, produits d'origine animale qui comprennent aussi les produits laitiers, les œufs, mais aussi le poisson, évidemment. Les intérêts nutritionnels d'une offre plus végétale, eh ben, on entend souvent que la viande moins mais mieux, la viande moins mais mieux, sauf que dans les faits, les gens ont du mal à réellement réduire la quantité de viande qu'ils consomment. En fait, on peut dire que la viande, moins c'est mieux. Moins on en consomme, mieux c'est. Déjà, les viandes transformées et les charcuteries, on sait depuis quelques années que ce sont des cancérogènes avérés. Donc, typiquement, ces viandes-là, si on peut s'en passer, tant mieux. Si on peut au minimum les réduire drastiquement, voilà, c'est quand même pas mal. C'est également un enjeu de santé publique de proposer une offre plus végétale, notamment dans la restauration collective, puisque les dernières recommandations du PNNS, donc Programme national nutrition santé, sont d'abord d'augmenter la consommation de fruits, légumes, légumineuses, donc qui sont des sources de protéines végétales, et féculents complets qui le sont aussi, avec comme objectif un meilleur apport en fibres, en vitamines et en minéraux. Les recommandations sont aussi de réduire les viandes rouges, les viandes transformées et les charcuteries, avec comme objectif de réduire les apports en graisses saturées, en graisses trans et tous les risques qui y sont associés. Les intérêts nutritionnels d'une offre plus végétale, c'est aussi du coup l'augmentation de la consommation de fibres. Les fibres, ce sont des nutriments qui ne sont pas digestibles, qui ne sont pas caloriques, donc qui n'apportent pas d'énergie, mais qui pour autant sont ce qu'on pourrait appeler des super nutriments, puisque une alimentation qui est riche en fibres baisse les risques de diabète, d'obésité, de maladies digestives et de maladies cardio-neurovasculaires. Or, on sait qu'en France, la consommation de fibres est bien inférieure aux recommandations. Donc, augmenter l'offre végétarienne en restauration collective, ça permet d'augmenter cet apport en fibres. Parmi les dernières recommandations, donc comme je disais, il y a toutes ces recommandations d'aller vers plus de végétal. Ceci dit, en France, on a encore du mal à mettre ça en application. Là, j'ai mis en illustration un extrait de l'ANSES, donc l'Agence nationale de la sécurité sanitaire, et c'est issu de l'étude 1K3. Donc ça, c'est une étude qui recense la consommation alimentaire moyenne des Français et qui a lieu tous les 7 ans de tête. Et donc, cette dernière étude 1K3 déclare qu'au niveau des légumineuses, la consommation moyenne actuelle de légumineuses devrait être considérablement augmentée. Elle devrait être pluri-hebdomadaire et pour l'instant, en France, ça ne fait pas encore partie de nos habitudes alimentaires. Au niveau des repas végétariens dans les cantines. Donc là, c'est toujours des sources de l'ANSES. L'ANSES avait sorti plusieurs avis depuis la mise en place des repas végétariens dans les cantines, donc depuis 2019. Dans un avis qui date de 2021, elle déclare qu'il n'y a pas de fréquence maximum à proposer des repas végétariens.
tant que les repas sont équilibrés. Mais donc ça, c'est comme pour n'importe quel repas, il faut que le repas soit équilibré pour qu'il soit adéquat nutritionnellement. Et l'ANSES avait également préconisé, dans le cadre des repas végétariens, de ne pas remplacer toute la viande et le poisson par des produits laitiers et des œufs, et au contraire de privilégier les sources de protéines végétales. Donc, pour illustrer ça, je vous ai mis un extrait de cet avis de l'ANSES, donc qui est un peu long, mais on peut regarder le troisième paragraphe, qui dit que le repas végétarien devrait proposer des légumineuses et des céréales complètes, pardon, afin d'être un levier pour augmenter la consommation de fibres, tel que le recommande le PNNS. Dans le paragraphe d'avant, elle explique justement, l'agence explique que bien trop souvent, ces repas végétariens contiennent du fromage ou des œufs pour remplacer l'apport protéique, et que voilà, c'est plutôt vers les protéines végétales qu'il faut se diriger. Un focus sur le plan de diversification des sources de protéines et le plan protéines végétales. Donc ça, ce sont des documents officiels des institutions qui ont pour objectif d'atteindre les recommandations du PNNS, donc les recommandations qui sont de manger des légumes secs minimum 2 fois par semaine et de manger des céréales complètes minimum 2 fois par jour. Donc ça, les céréales complètes, c'est aussi un vrai axe de travail pour la restauration collective parce que pour l'instant, c'est encore extrêmement rare de voir des céréales complètes en restauration collective. Cette augmentation des sources de protéines végétales, notamment des légumineuses, ça a aussi pour objectif de renforcer la souveraineté alimentaire en France, puisque en ayant nos sources de protéines végétales directement chez nous, ça permettrait une plus grande indépendance de nos sources de protéines. Comme j'en parlais un petit peu précédemment, au niveau de la viande, alors certes, on produit de la viande en France, mais les aliments pour les animaux qu'on produit en France ne suffisent pas. Déjà, c'est plus de 70% des terres agricoles qui sont dédiées à l'alimentation animale. Et en plus de ça, on a besoin d'importer énormément de sources de nourriture pour les animaux pour pouvoir répondre à la demande en viande. Sachant que quand on parle justement du soja et de la déforestation en Amazonie, tous les ans, c'est 2,8 millions, oui, c'est ça, millions de tonnes de soja qui sont importées pour l'alimentation animale. Donc ça contribue aussi à la déforestation. Il y a également un intérêt agronomique puisque les légumineuses sont des engrais naturels en quelque sorte. Les légumineuses ont la capacité de fixer l'azote dans le sol, l'azote de l'air dans le sol, sachant que toutes les plantes ont besoin d'azote pour pousser. Typiquement, la plupart des engrais chimiques contiennent de l'azote de synthèse. Donc, l'avantage de faire pousser des légumineuses, c'est d'avoir de l'azote de façon totalement naturelle. Ensuite, l'équilibre alimentaire. Donc là, on a vu dans cette partie qu'il y avait des avantages à inclure des repas végétariens dans la restauration collective. Maintenant, question, est-ce qu'il y a aussi des inconvénients et surtout, est-ce que c'est dangereux de proposer des repas végétariens dans la restauration collective? Est-ce qu'il y a des risques de carence? Alors, pour commencer, un point sur l'équilibre alimentaire. Qu'est-ce que c'est l'équilibre alimentaire? Eh bien, ça se définit sur la base de ce qu'on mange et pas de ce qu'on ne mange pas. Quand on a dit qu'un repas était végétarien, on a dit ce que le repas ne contenait pas. On a dit qu'il n'y avait pas de viande, pas de poisson, pas de produits dérivés de la chair animale. Mais par contre, on n'a absolument pas dit si le repas c'était des chips et du coca ou si c'était une assiette complètement équilibrée avec des fruits, enfin avec des légumes, avec des légumineuses, des céréales complètes, etc. De la même façon que quand on dit qu'un repas est omnivore, ça ne dit pas non plus ce qu'il contient. Là, je vous ai mis une petite citation de l'Academy of Nutrition and Dietetics, qui est la plus grande association de diététiciens au monde, avec plus de 100 000 praticiens. C'est une association américaine. Et donc, cette association a déclaré dès 2016 que, bien conçues, les alimentations végétariennes sont saines, adaptées au plan nutritionnel et appropriées à toutes les périodes de la vie,
que ce soit durant la grossesse, l'allaitement, la petite enfance, l'enfance, l'adolescence, etc., etc. Un petit point rapide et très global sur les besoins nutritionnels. Donc déjà, les besoins nutritionnels, on les évalue par rapport à l'apport énergétique total. Donc ça, c'est quelque chose qui se base sur les calories. Et donc évidemment, l'apport en calories dont on a besoin varie en fonction de l'âge, du poids, de l'activité physique de chaque personne. En moyenne, étant donné que ça peut varier selon les catégories de population, mais donc une moyenne, les glucides, on va dire qu'il faut à peu près 50% de l'apport énergétique total qui est apporté par les glucides, entre 10 et 20% de l'apport énergétique total apporté par les protéines, en sachant que pour la majorité des catégories de population, on est sur 0,8 g de protéines par kilo de poids de corps et par jour. Et pour les lipides, on est à 30, 35, 40% de l'apport énergétique total, plus pour les jeunes enfants. Et pour le fer, alors j'ai mis un petit point sur le fer, même si ça ne fait pas partie de la même catégorie de nutriments, puisque le fer, ça n'est pas un nutriment qui apporte des calories, mais ça fait partie des grosses questions qu'il peut y avoir sur l'alimentation végétarienne et sur les repas végétariens également en restauration collective. Les besoins en fer sont de 4 à 16 mg par jour selon les tranches d'âge, avec des besoins plus élevés chez les femmes adultes. Enfin, juste besoin plus élevé, donc besoin de 16 mg pour les femmes adultes, hein, mais pas plus élevé que 16 mg. Donc sur les nutriments, on va aborder quelques nutriments clés et quelques nutriments qui interrogent surtout beaucoup au niveau des repas végétariens. Avec évidemment les protéines pour commencer, puisque c'est le nutriment qui interroge le plus. Pour commencer, déjà, une protéine, qu'est-ce que c'est? Eh ben, une protéine, c'est une sorte de collier de perles et chaque perle dans le collier, c'est un acide aminé. Donc, quand on digère, la digestion va venir découper les acides aminés. Les protéines, à quoi ça sert? Eh bien, selon l'ordre des acides aminés et selon leur nombre dans la structure, la protéine va avoir différentes fonctions. Donc, les fonctions des protéines, ça peut être du muscle. Ça, tout le monde sait que les protéines, ça sert à faire du muscle. Mais ça ne sert pas qu'à ça. Ça peut aussi servir d'enzymes. Donc, ça, ce sont des aides à la digestion. Et ça peut également être, par exemple, des hormones. Là, je vous ai mis un schéma de l'insuline, qui est une hormone protéique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on mange des protéines, comme je disais précédemment, la digestion va découper les acides aminés entre eux et ensuite le corps va les réassembler selon les besoins qu'on a. Donc, ça veut dire que quand on mange une protéine de muscle animal, c'est pas un pour un. Ça va pas faire protéine de muscle animal égale protéine de muscle chez nous. Voilà, on va découper les acides aminés les uns les autres et ensuite, cette protéine pourra très bien se transformer pour partie en hormones, pour partie en enzymes, etc., etc. Les protéines, où est-ce qu'on les trouve? Eh bien, on les trouve dans les produits d'origine animale, ça tout le monde le sait aussi, mais également dans les produits d'origine végétale. Les principales sources végétales de protéines, ce sont les légumineuses. Donc, c'est une famille d'aliments qui comprend les lentilles, les pois chiches, le soja, les haricots secs, le lupin, etc., etc. Ça comprend également les céréales, donc famille d'aliments qui comprend le blé, le riz, l'épeautre, l'avoine, l'orge, sorgho, millet, teff, etc. Et les oléagineux avec les noix, les amandes, noisettes, cacahuètes, etc. Noix de pécan. Ensuite, on va parler du fer, du coup. Comme je disais, c'est aussi un nutriment qui interroge pas mal au niveau de l'adéquation nutritionnelle des repas végétariens. Déjà, le fer, à quoi ça sert? Eh ben, le fer, ça sert au transport et au stockage de l'oxygène dans l'organisme. Là, j'ai mis une petite illustration des globules rouges, puisque ce sont eux qui transportent l'oxygène dans l'organisme grâce au fer qu'ils contiennent. On trouve deux types de fer dans notre alimentation. On trouve le fer non héminique dans les végétaux et aussi dans certains produits d'origine animaux comme les œufs.
et du fer héminique qui se trouve dans la viande. Et ce fer provient de la métabolisation du fer végétal par les animaux. Là, je vous ai mis des exemples de quelques aliments végétaux riches en fer. Euh, et je vous ai mis les valeurs par portion d'aliments et non pas par 100 grammes, puisque pour certains aliments comme les épices, personne ne mange 100 grammes de cumin dans une journée, personne ne mange 100 grammes de thym dans un repas. Donc voilà, je vous ai mis ça par valeur, enfin par portion d'aliments. Ensuite, on va parler des mécanismes d'absorption du fer, puisque avec le fer végétal, il y a des interactions alimentaires qui vont beaucoup jouer au niveau du taux d'absorption du fer. Donc, on va commencer par ce qui diminue l'absorption du fer. Donc, les associations alimentaires qui vont diminuer l'absorption du fer, ça va être les métaux lourds, les tanins et les fortes doses de calcium. Les métaux lourds dans notre alimentation, on les retrouve principalement, enfin presque uniquement dans le poisson. Donc, d'où un avantage alimentaire aussi de ne pas inclure de poisson dans les repas végétariens. Les tanins, ça se trouve dans le thé, dans le café, dans le vin. Pardon. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus du tout apprécier ces boissons chaudes. Par contre, pour les personnes qui sont un petit peu basses en fer ou qui souffrent d'anémie, ça peut être une bonne idée de consommer son café ou son thé à distance des repas, donc plutôt en milieu d'après-midi plutôt que juste après le déjeuner. Pareil pour le thé. Et puis pour le vin, bah, évidemment, il y a plein de raisons pour lesquelles ça peut être une bonne idée de limiter le vin. Mais donc, il faut savoir que enfin, les tanins du vin, ça limite également l'absorption du fer. Les fortes doses de calcium également. Donc là, l'idée, c'est aussi de dire que, bah, par exemple, quand on voit dans certains repas de restauration collective 4 produits laitiers pour un repas, bah, en fait, c'est beaucoup trop. Et comme enfin, je le rappelle, l'ANSES a dit que dans le cadre des repas végétariens, il ne fallait pas remplacer tout l'apport de viande et de poisson par des produits laitiers, par du fromage, etc. Donc, c'est aussi un des intérêts de ne pas faire ces remplacements excessifs à base de fromage, de crème et tout. Enfin, à titre personnel, ça m'était déjà arrivé de voir en restauration collective justement un repas avec 4 produits laitiers pour des collégiens, donc pour un seul repas, avec donc il y avait un friand au fromage en entrée, un plat enfin, gratiné donc à base de voilà à base de crème plus gruyère, etc. en plat principal, la portion de fromage et le yaourt en dessert. Donc voilà, tout ça pour un public qui est encore jeune et sachant que les enfants mangeaient probablement chez eux des produits laitiers en plus le matin et le soir. Donc, ça leur faisait facilement un apport de 6, 7, peut-être même 8 produits laitiers dans la journée. Pour continuer sur le fer, eh ben, on va parler des mécanismes d'absorption avec enfin, l'interaction en l'occurrence qui augmente l'absorption du fer. Eh bien, si on couple un aliment qui est riche en fer avec un aliment qui est riche en vitamine C, ça va énormément augmenter l'absorption du fer. Les sources de vitamine C, alors il y en a dans les oranges, ça tout le monde le sait, mais il y en a également dans beaucoup d'autres fruits et légumes frais. Et donc j'ai mis comme exemple les brocolis, tous les agrumes, donc pas juste les oranges, les pamplemousses, les citrons, etc. Les poivrons, fruits rouges, kiwis, persil. Ce qui veut dire que, par exemple, si je prends, si j'ai un plat avec du quinoa voilà, lors du déjeuner et que j'ai un kiwi en dessert, ça va augmenter l'absorption du fer du quinoa. Si j'ai une salade de lentilles avec un peu de persil et enfin, sur laquelle je mets un filet de jus de citron, ça va également augmenter l'absorption du fer. Ensuite, on va parler des oméga 3. Comme je disais, les repas végétariens ne comprennent pas de viande et pas non plus de poisson. Donc, ça peut interroger au niveau de l'apport en oméga 3, sachant que, bah, comme disait l'ANSES, il n'y a pas de maximum à proposer au repas végétarien. Donc, en tout cas, en théorie, enfin, s'il y a des options végétariennes quotidiennes dans la restauration collective où vous êtes, où vos enfants sont, ils peuvent manger végétarien tous les jours. Donc, est-ce qu'il n'y a pas de risque de manquer d'oméga 3? Alors d'abord, les oméga 3, qu'est-ce que c'est?
eh ben, c'est des acides gras indispensables, ce qui veut dire que notre corps n'est pas capable de les fabriquer lui-même, donc on doit les apporter par l'alimentation. Ils sont importants parce qu'ils ont un effet anti-inflammatoire. Donc là, je vous ai magnifiquement illustré l'effet anti-inflammatoire par un de mes dessins animés préférés. Voilà, l'effet anti-inflammatoire, eh ben, ça apporte la paix intérieure, tout simplement, à nos cellules. C'est bon pour notre cœur, pour notre cerveau, pour plein de choses. Donc, les oméga 3, on les trouve dans le poisson, notamment dans les poissons gras, ça, on le sait, mais il y a également des sources végétales d'oméga 3. On en trouve dans les noix, dans les graines de lin, les graines de chia. À titre d'exemple, une poignée de noix par jour, ça suffit à couvrir nos besoins en oméga 3. On en trouve dans les huiles qui sont issues de ces oléagineux, donc huile de noix, huile de lin, huile de colza, etc., qui sont des huiles qu'il ne faut jamais faire chauffer parce que ça les oxyde et ça les rend très mauvaises. Donc ça, ce sont vraiment des huiles à utiliser à froid, par exemple, en assaisonnement pour des salades. Et on trouve également des sources d'oméga 3 dans les algues, qui sont des aliments qui sont encore très peu consommés en France et qui sont pourtant pleines de bienfaits. On y trouve aussi du calcium, on y trouve aussi des protéines, beaucoup de choses. Les recommandations de l'ANSES pour l'instant sont de ne pas dépasser 7 grammes par jour. Donc, on peut en manger 2 petites portions dans la semaine sans problème. Au final, comme on ferait pour du poisson, sachant que les algues, voilà, on ne va pas en manger une portion de 100 ou 150 grammes, mais on va plutôt mettre ça en accompagnement. Un petit point sur le soja également. Alors, je fais ce point parce que la recommandation actuelle, c'est de proposer simplement un plat à base de soja sur une fréquence de 20 repas. Mais c'est un aliment qui fait peur. Donc, le but, c'est un peu de répondre à la question, est-ce que même si c'est autorisé, entre guillemets, de servir un plat à base de soja sur 20 repas, est-ce qu'il il faut en avoir peur? Est-ce qu'il faut ne pas servir du tout de soja? Alors là-dessus, oui et non. L'inconvénient du soja, c'est que c'est un allergène assez important, mais au même titre que les œufs, au même titre que le lactose, ça fait partie des produits les plus allergènes, notamment chez les enfants. Et puis, enfin, il n'y a pas d'obligation à servir du soja dans le cadre de repas végétariens. Le soja, c'est une légumineuse parmi d'autres. Sur la photo que vous voyez à l'écran, c'est la légumineuse qui est tout à droite. Donc, c'est les fèves un peu jaunes qui sont en bas à droite et en haut à droite. Mais donc, c'est loin d'être la seule légumineuse possible et imaginable. Et puis, il y a bien d'autres sources de protéines végétales qu'on peut utiliser pour cuisiner végé. Ceci dit, donc sur les raisons pour lesquelles on a peur du soja, en fait, c'est les phytoœstrogènes qui font peur dans le soja. Les phytoœstrogènes, ce sont des molécules qui s'appellent comme ça parce qu'elles sont très ressemblantes avec les oestrogènes. Et donc, on a pu penser à un moment que ça avait le même effet sur le corps que les oestrogènes et qu'il pouvait y avoir un risque du coup à en consommer ou à en surconsommer. Mais les phytoœstrogènes, qu'est-ce que c'est? En fait, ce sont des molécules qui ressemblent certes aux oestrogènes, mais qui ne sont pas des oestrogènes pour autant. Et elles ont même des propriétés physico-chimiques différentes. Ce que ça veut dire, c'est que les oestrogènes font partie de la famille des lipides. Et ça leur donne la propriété de passer les membranes de nos cellules extrêmement facilement, alors que les phytoœstrogènes font partie de la famille des glucides et ils n'ont pas du tout la même facilité à passer nos membranes cellulaires. Par ailleurs, on peut dire également que si les oestrogènes font si peur que ça, des oestrogènes, on en retrouve en quantité importante dans les produits laitiers parce que les produits laitiers sont issus de mammifères femelles qui bien souvent sont enceintes quand on tire leur lait. Donc voilà, elles produisent des oestrogènes et on trouve des oestrogènes dans les produits laitiers. Donc voilà, il y a pas de crainte particulière par rapport à ça pour les produits laitiers. Donc il y a d'autant moins de raisons d'avoir de crainte particulière là-dessus par rapport au soja. Et les recommandations actuelles, justement, sont en train d'être réétudiées et on devrait normalement avoir incessamment sous peu des nouvelles recommandations actualisées par rapport au soja puisqu'elles elles sont très datées.
Sur le soja, toujours, du coup, enfin, des arguments, on va dire, pour utiliser le soja, c'est que c'est un aliment aux multiples potentiels, dans le sens où on peut le retrouver sous plein de différentes formes qui sont très pratiques à cuisiner. Donc, de gauche à droite, là, on voit donc le fameux tofu que beaucoup de gens connaissent et qu'il faut cuisiner, parce que sinon, si on le sert comme ça, pas cuisiné, c'est pas bon. Ensuite, on voit du tempeh. Donc, c'est un peu comme du tofu, mais qui est fermenté. Et le fait de faire fermenter un aliment, ça permet voilà, d'avoir des propriétés nutritionnelles qui sont encore plus intéressantes. Ensuite, on voit des protéines de soja texturées. Donc ça, enfin, c'est une forme du soja qui est très intéressante parce que ça permet d'en faire des plats traditionnels français. On peut en faire des bourguignons, des blanquettes, des maringots. Donc ça permet d'avoir des résultats vraiment très sympas et puis de garder les repères culinaires pardon, de notre culture française. Et puis le soja, on peut également l'utiliser voilà, comme les produits laitiers, donc à savoir en lait de soja, en crème de soja, en yaourt, etc. Donc voilà, c'est vraiment un aliment qui est multipotentiel. C'est une ressource locale puisqu'on a du soja souvent bio qui pousse en France. On a beaucoup de soja dans le sud-ouest et je crois qu'il y en a dans d'autres régions également. Donc ça, c'est à destination de l'alimentation humaine, sachant que voilà, le soja qui est importé d'Amazonie, c'est à destination des animaux d'élevage. Et comme je le disais précédemment, les recommandations sont datées en attente de remise à jour. Donc après, encore une fois, aucune obligation de servir ou de ne pas servir du soja. Ces recommandations même voilà, de ne servir qu'une fois sur une fréquence de 20 repas du soja, ça reste des recommandations, ça n'est pas quelque chose d'obligatoire. Et puis, comme je disais, dans les contres, on va dire, il y a le fait que le soja est un allergène potentiel. Donc, si vous avez un grand nombre de convives, enfin, ça peut être tout à fait compréhensible aussi de préférer ne pas servir de soja et se concentrer sur d'autres légumineuses. Et dernière partie, quelques exemples concrets. Qu'est-ce que c'est qu'une assiette végétarienne équilibrée? Eh ben, une assiette végétarienne, enfin une assiette équilibrée en général, c'est une assiette dans laquelle on va avoir la moitié de légumes de saison. Donc là, actuellement, je tourne ce webinaire en hiver, donc je vous ai mis des exemples de légumes d'hiver. Mais donc, si vous regardez ce webinaire dans quelques mois en été, je vous laisse adapter en fonction et trouver des légumes d'été. Ça va être un quart à peu près de l'assiette, un quart à un tiers de féculents complets. Donc là, je vous ai mis en exemple du pain complet, des pâtes complètes, du riz, des patates douces. Donc évidemment, c'est pas tout ça à la fois, hein, c'est ou. Et un quart de l'assiette qui va être représenté également par des sources de protéines végétales, donc des légumineuses. Là, c'est pareil, je vous ai mis plein d'exemples de légumineuses entre les haricots de toutes les couleurs, les lentilles, les pois cassés, les falafels, etc., etc. Quelques exemples de plats qu'on peut faire en version végétale. Alors, j'en ai pas fait 10 milliards non plus parce que après, je vous laisserai faire travailler votre imagination et puis chercher des recettes si vous avez besoin. Mais donc, voilà, quelques exemples, des courges farcies, du hachis parmentier. Donc, dans ces cas-là, le haché, il peut se faire soit à base de protéines de soja texturées, soit à base de lentilles. Et donc, l'avantage avec un hachis parmentier, c'est que ça permet, encore une fois, de garder les repères classiques de l'alimentation française. Et sur ces exemples, évidemment, j'ai montré la partie de l'assiette où on remplaçait la viande, mais donc, on n'oublie pas les légumes. Donc, par exemple, dans le hachis parmentier, on sert le hachis parmentier végé et on met évidemment une portion de légumes à côté. Quelques autres exemples, eh ben, on a tout ce qui est plat du monde, où là, ça peut être très intéressant d'aller chercher un petit peu dans les différentes cultures les plats végétariens. Donc, par exemple, couscous végétarien, où là, la source de protéines, ça va être les pois chiches, pardon. Chili sin carne avec des haricots rouges. Les quiches, les quiches et les tartes, ça, c'est des super idées, d'autant plus que, enfin, c'est très facile à faire. Et puis, alors, tout le monde connaît la quiche Lorraine, mais des quiches, on peut en faire avec plein de choses, et notamment avec plein de légumes.
Donc, on peut faire de la quiche aux poireaux, de la quiche au brocoli, de la quiche aux courgettes, enfin, de la quiche à quasiment tout ce que vous voulez. Et également, je vous ai mis en exemple un plat qui plaît toujours beaucoup, le dal de lentilles. Donc ça c'est un plat d'origine indienne qui va se faire à base de lait de coco avec du curry dedans, etc. et qu'on va servir avec du riz, donc du riz complet, s'il vous plaît. Et on peut mettre également plein de légumes, donc soit les mélanger directement avec la sauce et avec les lentilles, soit servir les légumes à part. Conclusion. Eh ben, on va revenir un petit peu sur les points clés de cette présentation. Donc, comme on a pu le voir, les dernières recommandations de santé publique préconisent de végétaliser notre alimentation. Ces recommandations de végétalisation sont encore très peu appliquées par la population française, comme en témoigne la consommation de 85 kilos de viande par personne et par an et de 210 kilos de produits d'origine animale par personne et par an. On a vu également que les repas végétariens sont adaptés au public de la restauration collective du point de vue nutritionnel, à condition qu'ils soient équilibrés, mais comme n'importe quel repas au final. Et les repas végétariens dans la restauration collective répondent à des enjeux de santé publique et on pourrait rajouter également à des enjeux écologiques et également à des enjeux de justice sociale, puisque on s'est rendu compte, c'est une étude du Haut Conseil du climat en 2020 qui a mis en lumière le fait que les populations qui consomment le plus de viande, et notamment le plus de viande de mauvaise qualité, ce sont les populations les plus pauvres. Donc ça, c'est assez important par rapport à la restauration collective parce que, il y avait eu de vraies craintes notamment au moment de la mise en œuvre de la loi Egalim par rapport aux enfants issus des classes sociales défavorisées, où beaucoup de personnes s'étaient dit, mais du coup, ces enfants, s'ils n'ont plus de viande à manger à l'école, voire même ne serait-ce qu'un jour par semaine, ça va leur porter préjudice parce que ça va être problématique pour leur apport protéique. Sauf que en fait, ce sont ces enfants-là, malheureusement, qui mangent le plus de viande, qui mangent le plus de viande de mauvaise qualité, et au contraire, qui ont une consommation bien trop faible en produits frais, bien trop faible en fibres. Donc, c'est aussi un enjeu de justice sociale de remettre un petit peu les compteurs, pas à zéro, mais voilà, de leur apporter un meilleur apport dans ces nutriments et dans ces aliments aussi. Pour terminer, j'avais envie de vous partager cette citation que j'aime beaucoup du sociologue Christophe Serramalol qui dit: Manger, c'est se nourrir, mais c'est aussi communiquer. Là, on a parlé, enfin, alors j'ai pas non plus énormément insisté sur les chiffres, mais voilà, on a un peu parlé de chiffres, notamment au début, on a cité les 50%, 40%, etc. De l'apport énergétique total. Maintenant, l'alimentation, il faut vraiment l'envisager d'un point de vue global. L'alimentation, c'est pas juste du carburant qu'on met dans une voiture. On est bien plus complexe que des machines et l'alimentation, ça nous sert aussi à bien d'autres choses. Enfin, notre façon de nous nourrir, ça parle aussi de notre rapport à nous-mêmes et du rapport qu'on entretient avec le monde, d'autant plus avec les enjeux écologiques actuels. Donc voilà, je pense que c'est aussi une façon d'entretenir une bonne communication avec nous-mêmes et avec le monde qui nous entoure. Pour terminer, quelques ressources à vous proposer sur les repas végétariens. Donc, si vous voulez soit mettre en place plus de repas végétariens dans votre collectivité, si vous voulez voilà, des choses pour vous aider, vous assister. Donc là, ce sont quelques ressources du ministère de l'Agriculture avec le plan pluriannuel de diversification des sources de protéines dont on a parlé tout à l'heure et donc qui est à télécharger. Le ministère propose également un guide d'application de la loi Egalim ainsi qu'un livret de recettes végétariennes. En ce moment, suite à la loi climat, il y a une expérimentation de l'option végétarienne quotidienne dans les écoles. Donc là, ça n'est pas une obligation pour les écoles qui dépendent des collectivités, contrairement à tout ce qui va dépendre de l'État à partir de janvier 2023, mais elles sont encouragées à le faire. Et donc, en ce moment, le ministère de l'Agriculture recueille les retours d'expérience des collectivités qui ont mis en place cette option végétarienne quotidienne.
Donc là, voilà, je tourne ce webinaire en novembre 2022. Donc, cette expérimentation se termine en décembre 2023. Si vous voyez ce webinaire après, du coup, voilà, ce sera déjà terminé sur le retour d'expérience. Si vous le voyez avant et que vous faites partie d'une collectivité, n'hésitez pas à partager votre retour d'expérience à ce sujet. Quelques ressources de l'association également. Donc, sur le site de VG Cantine, vous pouvez retrouver pas mal de documents, de ressources d'aide, etc. Donc, on propose également un livret de 50 recettes végétariennes adaptées à la restauration collective, c'est-à-dire que les recettes sont proposées sur la base de 100 convives et après au chef voilà, d'adapter, de multiplier par 3,5 s'il y a 350 convives, par 5 s'il y a 500 convives, etc. On propose également un vrai faux pour casser un petit peu les idées reçues justement sur les repas végétariens. Donc voilà, c'est sous forme de petites questions, c'est très didactique. Et en 2020-2021, on avait également co-mené une enquête de terrain avec Greenpeace sur l'option végétarienne quotidienne. Donc, en fait, à ce moment-là, l'option végétarienne quotidienne n'était une obligation nulle part, mais il y avait déjà 200 collectivités, enfin plus de 200 collectivités qui proposaient une option végétarienne tous les jours. Et le but de cette enquête de terrain, c'était d'avoir un peu leur retour d'expérience, de savoir quelles conséquences ça avait pu avoir d'un point de vue de la fréquentation de leur restaurant, du point de vue économique, du point de vue du gaspillage alimentaire. Et spoiler, eh ben, ça se passe très bien. Dans l'immense majorité des cas, ça se passe très bien. Après, ça peut être un petit peu challengeant à la mise en place si les chefs ne sont pas formés. Mais voilà, sur le long terme, en tout cas, tout se passe bien. Voilà, ça c'était pour les personnes qui avaient suivi la formation en live. Il y avait une évaluation de la formation qui était proposée. Et pour finir, et ben, du coup, voilà, vous avez les contacts, enfin mes contacts. Donc, si jamais vous avez des questions, si jamais vous avez besoin d'une aide ou d'une assistance quelconque pour mettre en place des repas végétariens dans votre commune, dans votre collectivité, n'hésitez pas à me contacter. Je reviens un petit peu sur l'Association végétarienne de France. Voilà, si ce webinaire vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir également. N'hésitez pas à adhérer à l'association ou à faire un don pour nous permettre de faire encore plus de contenu de ce genre-là. Voilà, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée et je vous dis à très bientôt.